Eh ben, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais me présenter rapidement. Je suis Julien Larcher, consultant senior chez Actinvision. Et avant d'être tech lead, je suis tout d'abord passionné par les technologies autour de la donnée et principalement autour des technologies Microsoft, que ce soit autour d'Azure ou Power BI. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter l'un des projets sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on est intervenu avec le groupe SIAT. Je vais laisser tout à l'heure Benoît et Florian se présenter. Mais c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter comment on a avancé sur un projet avec le groupe SIAT. Avant d'aller plus loin, et pour celles et ceux qui nous connaîtraient pas forcément, donc on est Actinvision, on est une société spécialisée dans la data. Alors le leitmotiv d'Actinvision, hein, c'est vraiment de placer la data au cœur de l'organisation de ses clients. On va intervenir sur toute la chaîne de la data, de la préparation de la donnée, de l'intégration jusqu'à la visualisation de données. Et évidemment, tout ça en se faisant aider par les différents partenaires technologiques avec lesquels on peut travailler. On a également une entité spécialisée dans la formation avec Actinway, qui est une académie digitale certifiée Calliope et qui permet de délivrer des formations sur un certain nombre de technologies et de sujets. Je vais laisser la parole du coup à mes acolytes qui sont avec moi aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Florian dans un premier temps pour se présenter. Merci Julien pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Alors je suis Florian Benz, je suis analyste génie logiciel au sein du groupe SIAT. Dans le cadre de ce projet de BI, j'ai été responsable de l'infrastructure BI du groupe SIAT et la principale interface entre les services métiers du groupe SIAT et les développeurs de Actinvision. Et donc les développeurs, en particulier, j'étais en relation avec Benoît Distretti. Si tu veux bien, Benoît, je te laisse te présenter. Merci Florian. Du coup, donc moi c'est Benoît Distretti, je suis consultant BI chez Actinvision, principalement aussi sur les technologies Microsoft. Et du coup, donc sur ce projet, j'ai été le principal développeur autant sur la partie Azure que sur la partie Power BI et du coup en étroite collaboration avec Florian. Ok, merci pour votre présentation, messieurs. Donc, alors comment ça va se passer un petit peu ce webinaire pour vous présenter un petit peu dans les grandes lignes. Donc là, assez rapidement, je vais vous présenter le sujet, ce qu'on va évoquer. Je laisserai la parole à tour de rôle à Benoît et Florian pour qu'ils puissent présenter leur point de vue aussi du projet. On va présenter donc la situation initiale chez SIAT. On va présenter ensuite il y aura une partie architecture et les différents outils avec lesquels on a travaillé. On parlera également de l'organisation du projet avec la gestion du projet dans les grandes lignes, hein. Et en fin de webinaire, en fin de session, on aura une petite session questions et réponses si vous avez des questions. Je l'espère, plein de questions que vous pouvez poser dans le chat pour qu'on puisse échanger à la fin de cette session. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, je l'ai dit, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Je l'ai déjà dit, je me répète. Donc, le sujet, donc le projet SIAT, un petit peu comme je l'indiquais dans l'introduction, nous allons vous présenter
la réalisation du projet autour de la mise en place d'une infrastructure, d'une architecture BI qu'on a pu mettre chez SIAT, tant au niveau de l'intégration de la donnée, avec la construction des entrepôts de données, la mise en place de l'architecture dans Azure, mais également dans la partie mise en place de la visualisation de la donnée, de la collaboration avec Power BI. Alors, ce projet s'est déroulé en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Il y a d'abord eu une première étape, une première phase de cadrage, je dirais, avec un POC. On a réalisé un POC pour tester et pour s'assurer également du bon choix des outils technologiques, que ce soit sur Power BI, mais également sur toute la suite Azure qu'on a pu utiliser. On vous montrera tout à l'heure la suite Azure, c'est-à-dire les outils comme Azure Data Factory pour la partie intégration de données, mais également les bases de données avec un Azure Data SQL Database pour la partie stockage notamment, entre autres. Cette première phase de POC étant terminée, on est assez rapidement passé dans une phase de développement. La phase de développement a été découpée en plusieurs lots fonctionnels, donc par métier. Donc on a pu réaliser et donc on a recetté les différents lots au fur et à mesure. Voilà un petit peu pour vous présenter d'ordre général le sujet. Je vais laisser maintenant Florian, si tu veux bien présenter un petit peu la situation côté SIAT, peut-être avant que ActineVision soit intervenu. Je vais te laisser la parole du coup. Merci Julien. Alors écoutez, côté SIAT, la situation avant l'arrivée de cette architecture BI, elle n'était pas complètement, il n'y avait pas complètement une absence de BI. Toute notre BI était gérée au travers de fichiers Excel qui requêtaient dans nos bases de données directement la data. Et donc ces indicateurs dans les fichiers Excel, ils avaient la particularité d'être difficilement maintenables parce que chaque fichier Excel est vraiment lié à la personne qui l'a développé, ses habitudes et la façon dont il a interprété les données. En plus de ça, la mise à jour des rapports pouvait dégrader les performances de nos systèmes de production, du fait que les fichiers Excel pouvaient se retrouver liés directement aux bases de données de production. Et enfin, le lien entre les données devenait complexe et il était compliqué des fois de lier des données d'un système avec un autre, en particulier dans le système Excel. Alors tout cela faisait que la fiabilité était très perfectible, principalement quand il y a une saisie manuelle, mais aussi et surtout dans la cohérence entre les différents indicateurs qui pouvaient être nommés identiquement entre différents fichiers, mais finalement avoir une méthode de calcul et du coup un résultat qui pouvait être différent entre différents fichiers. D'accord. Alors effectivement, en t'écoutant, Florian, c'est finalement une situation qu'on rencontre assez souvent chez nos clients. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu mettre en place une architecture BI de A à Z? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Syrie, donc le groupe SIAT, c'est une Syrie industrielle qui vient seulement de commencer à acquérir différents sites de production un peu partout en France. Et donc cet agrandissement a fait venir un besoin d'uniformisation des visuels afin que les différents sites de production parlent le même langage. On a voulu du coup faciliter et centraliser l'accès au rapport pour qu'on n'ait plus une seule personne responsable de chaque rapport, mais bien que toute une équipe puisse travailler ensemble sur les mêmes rapports. Et enfin et surtout, la production des rapports, donc leur exploitation, la mise à jour au quotidien ou mensuellement, commençait à approcher un ETP. Et donc l'entreprise voulait vraiment se concentrer sur l'analyse des chiffres et puis leur production. Donc un peu transférer cet ETP dans l'analyse et donc faire évoluer l'entreprise plutôt que la production de ces chiffres. D'accord. C'est principalement ça qui nous a amené à nous tourner vers une vraie solution de BI. D'accord. Alors du coup, pour continuer, est-ce que tu
pourrais nous dire quelle était là où les fonctionnalités principales qui étaient attendues avec cette solution et cette architecture BI côté SIAT? Alors oui, bien sûr, les principales fonctionnalités qu'on attendait, c'était donc la centralisation des informations de différentes sources. On voulait également qu'on puisse avoir des indicateurs d'entreprise validés, non modifiables par n'importe qui et utilisables par tous sous autorisation. Enfin, il fallait quand même, malgré ces indicateurs non modifiables, laisser une souplesse et la liberté aux services métiers de créer leurs propres indicateurs opérationnels, donc en plus des indicateurs validés. Donc on voulait que cette solution soit très visuelle pour qu'on puisse se concentrer sur les chiffres et leur interprétation et non pas la manière dont ils sont obtenus. Et enfin, un petit plus, c'était de pouvoir consulter tous ces chiffres en mobilité, en particulier pour nos commerciaux qui se déplacent chez les clients. Et enfin, potentiellement recevoir des alertes sur des seuils pour que cette BI puisse vraiment devenir un outil central de l'opérationnel aussi. D'accord. Alors très clair. Alors dans tous ces points, pour l'instant, on n'a pas encore parlé trop technique et technologie. Je vais me tourner du coup vers Benoît pour cette prochaine question, puisque du coup l'environnement, l'architecture BI qu'on a mis en place chez SIAT tourne autour des technologies Microsoft. Benoît, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a choisi et pourquoi SIAT a choisi cet environnement Microsoft? Tout à fait. Alors, donc tout d'abord, l'environnement qu'on a proposé, l'architecture BI qu'on a proposé à SIAT, du coup, c'est une architecture qui est issue de l'écosystème Microsoft, donc qui est basée sur toute sa data platform Azure. Le but, c'est que ça garantisse du coup, une interopérabilité forte entre tous les services et que les performances soient accrues, étant donné que tout ce qui va être partie intégration et ingestion de données va être côté Azure et la partie visualisation va être côté Power BI. Donc, Ok. ce qu'on a mis en place, c'est donc pour la partie intégration et préparation de données, on a donc utilisé Azure Data Factory, donc qui est une solution d'intégration de données qui est complètement managée et qui est utilisée pour l'ingestion et la préparation de données. L'avantage donc d'Azure Data Factory, c'est que ça peut se connecter à un large panel de données sources. Donc, pour SIAT, c'était principalement des fichiers plats, des données Excel ou des bases SQL, par exemple, donc des bases SQL Server. Mhm. Ensuite, on a utilisé Azure Data Lake pour toute la partie centralisation des données et donc stockage, on va dire, sans limite d'échelle et sécurisé. Donc, on l'a utilisé principalement pour faire du réplica des données, comment dire, des dossiers on-premise de SIAT pour tout ce qui était fichier Excel, par exemple. Ensuite, on a utilisé Azure SQL Database pour la création du coup des entrepôts de données. Donc, ces données issues utilisé en fonction du Data Lake Storage pour tous les fichiers Excel et provenant des données on-premise de SIAT. Et on a également, pour tout ça, donc, utilisé la partie Power BI, donc, qui est l'outil de data visualisation de Microsoft, pour tout ce qui est accès aux données, modélisation, visualisation et restitution sous forme de rapport. Et donc, c'est un outil du coup, qui se positionne sur la partie visualisation de données. Et il permet, avec Power BI Service, de visualiser les rapports pour les utilisateurs sur des pages web, mais également sur des téléphones ou des tablettes, avec l'application mobile pour tout ce qui est euh, euh, sales qui serait en déplacement, par exemple, ou pour la partie mobilité. Donc, pour répondre à un des besoins du groupe SIAT. Tout à fait. Ok, merci Benoît pour cette présentation sur l'architecture mise en place. Je reviens juste sur Power BI. Du coup, tu as donné ton point de vue du choix de cet outil. J'aimerais bien entendre Florian, du coup, sur la partie Power BI. Est-ce que ton point de vue est le même? Est-ce que tu as un autre avis sur le choix de cet outil en particulier? Alors, on a rapidement trouvé le choix de Power BI particulièrement pertinent pour notre entreprise, du fait que l'outil utilise un langage de développement qui est assez similaire. C'est pas le même, mais il est assez similaire au langage qui est utilisé dans Excel.
Ça nous permettait vraiment de capitaliser sur notre culture d'entreprise Excel et donc les utilisateurs qui savaient déjà exploiter Excel pour les migrer vers Power BI afin qu'ils ne soient pas trop perdus sur ce nouvel outil. D'accord, ok. Et si je peux me permettre de rajouter un point, pour la partie Power BI, j'ai oublié de préciser qu'on a aussi mis en place des rapports maîtres sur les différents lots. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé un rapport avec tous les indicateurs validés donc, qu'on avait créé au fur et à mesure, soit dans Azure, soit dans Power BI, pour du coup créer un rapport maître avec un dataset maître. Et ce dataset, il a été du coup publié dans la partie service dans les différents workspaces. Et du coup, les utilisateurs ayant droit sur ces workspaces et qui souhaitent créer eux-mêmes leur rapport peuvent se connecter directement sur le jeu de données créé et récupérer ainsi tous les indicateurs qui ont été créés en amont, sans avoir à reconstruire tous les indicateurs et vraiment avoir des règles de gestion centralisées pour les différents KPI D'accord. dont Donc, tu avais besoin. donc un jeu de données approuvé et validé C'est ça. pour un usage global dans l'entreprise. Ok. Très clair. Du coup, là, je vois dans ce magnifique schéma, Benoît, que tu nous présentes, qu'on a une partie, on retrouve une partie locale on-premise avec les fichiers sources et éventuellement les bases de données auxquelles on a pu se connecter, et toute une partie cloud. Finalement, toute la partie Tout à fait. intégration, stockage et visualisation va se retrouver essentiellement dans le cloud. Donc tout ça, ça va avoir aussi un impact sur la sécurité. Est-ce que, Florian, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette partie sécurité, justement, au sein du groupe SIAT? Alors tu fais bien d'en parler, Julien, parce que la sécurité, c'est vraiment un sujet qu'on ne prend pas à la légère chez SIAT. Donc je vous apprendrai rien en vous disant que depuis le Covid, les vagues d'attaques n'ont pas arrêté, et en particulier en plus en Alsace. Donc on voulait vraiment que tout cet environnement cloud soit cloisonné et qu'on ne puisse pas y accéder de l'extérieur. Donc on voulait éviter que ce soit une porte d'entrée depuis l'extérieur vers chez nous, et on voulait aussi éviter que ce soit le vecteur d'une fuite de données, de nos données internes. Donc pour ça, on aurait souhaité avoir peut-être un VPN site à site, peut-être une authentification avec MFA pour s'assurer que toutes ces données restent bien où elles sont et que personne ne peut y accéder à notre insu. Alors un petit D'accord. plus qui aurait été, c'était si on avait pu intégrer nos utilisateurs on-premise à la gestion des utilisateurs Azure, ça aurait été encore un plus pour ne pas gêner notre administrateur système chez nous. D'accord, ça c'est un sujet sur lequel on pourra échanger par la suite, Florian. Je me tourne du coup vers Benoît pour cette partie sécurité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on a sur ce qu'on a pu mettre en place sur l'architecture Azure pour sécuriser et être conforme aux exigences de SIAT? Alors, pour cette partie-là, donc, ce qu'on a fait, donc, comme Florian en a parlé juste avant, c'est qu'on a mis en place donc un VPN site à site dans l'environnement Azure, donc, pour ne permettre tout simplement qu'aux gens de SIAT ou travaillant sur le réseau SIAT de se connecter à l'environnement. Et évidemment, avec les rôles et les sécurités, donc très peu d'utilisateurs au final peuvent se connecter sur l'environnement Azure, mais peuvent le faire sur la partie Power BI et RA. Pour la partie AD, on a Pardon. donc. Pardon Benoît, je me permets juste Oui, de t'interrompre sur cette partie VPN parce que j'avais aussi participé à cette installation, et je veux juste mentionner ici que c'est pas que ça n'a pas forcément été très simple de le mettre en œuvre, et qu'il faut bien s'assurer en fait d'avoir tous les parties autour de la table pour pouvoir mettre en place cette configuration, que ce soit côté architecture Azure, mais également côté local, côté on-premise, pour avoir accès à toute la configuration des équipements en place. Je voulais juste rajouter ça. pas de souci. Je te laisse continuer. Du coup, sur la partie Azure AD, donc l'Azure AD en place est en synchronisation constante toutes les 15 minutes à peu près avec l'annuaire on-premise de SIAT. Donc, c'est-à-dire que tous les groupes qui sont créés pour, euh, pour la BI, justement, pour les différents lots, pour pouvoir mettre les différentes personnes avec les bons rôles et les bons droits, sont faits presque en temps réel et du coup en synchro avec la partie on-premise de SIAT. Donc là-dessus, l'administrateur système
n'est pas dépaysé entre l'environnement Azure et l'environnement on-premise. Ensuite, pour la partie, on a également mis en place plutôt un cloisonnage au niveau des services. Donc, on a mis en place des groupes de ressources qui sont dédiés uniquement aux ressources, à un type de ressources plutôt. Donc là, par exemple, on a un groupe de ressources qui est utilisé seulement pour toute la partie développement et donc intégration avec Azure Data Factory et les différentes métriques qui sont associées. On a un groupe pour la partie sécurité avec le Key Vault, qui est en fait lui aussi à un niveau supplémentaire, puisque le Key Vault va nous permettre de renseigner à l'intérieur tout ce qui va être information dite sensible, donc toutes les informations d'utilisateurs, de mots de passe ou de chaînes de connexion à des bases de données vont être en fait sauvegardées dans le Key Vault et du coup ne seront jamais en clair, euh, peu importe le dans les service flux. qui sera utilisé. C'est ça. Mm. Dans les flux, en fait, oui, dans les flux ou comment dire, dans les règles de service, toutes Mhm. ces informations-là ne seront jamais visibles directement par un utilisateur se connectant à l'environnement. Ok. Ok, alors je pense que c'est un sujet qu'on pourrait évoquer pendant des heures, mais on en a plein d'autres à évoquer, et notamment les backups, Florian. Par rapport au backup, alors ça rejoint un petit peu la sécurité, on va dire, c'est en complément, en addition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces backups? Alors effectivement, les backups, ça relève un peu de la sécurité et comme pour la sécurité, on ne traite pas ça à la légère chez nous. On applique toujours un principe de ceinture et bretelle pour nos backups. La ceinture pour avoir un backup qui nous permet de faire une restauration rapidement et les bretelles, une externalisation de ces backups qui nous permet, même en cas de crash complet du système, une météorite tombe sur un data center Microsoft, on est quand même en capacité de restaurer notre sauvegarde de backup. Donc on voulait vraiment avoir ce principe-là aussi, comme dans tous nos systèmes internes, on voulait aussi retrouver ce principe-là dans l'environnement Azure. D'accord, ok. Donc là, en t'écoutant, effectivement, tu parles du backup de manière générale sur les différents services. Benoît, si je te donne la parole, du coup, tu peux nous détailler un petit peu les différents services qui ont été backupés ou qui sont backupés? Tout à fait, je le puis. Donc au niveau du coup, des bases SQL, évidemment, on va avoir un backup sur tout ce qui est, sur toute la partie données et stockage. Donc on va avoir un backup sur la partie SQL Database et sur la partie Data Lake, même si la partie Data Lake, je vais en parler un peu plus après. Ce backup, du coup, il est fait en début de mois et enfin une fois par jour, puis en début de mois en production et en développement. Ensuite, sur la partie des flux ADF, donc la partie Data Factory et intégration, nos factories sont liées avec Azure DevOps. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver au final pour chaque lot, on va avoir un repository pour chaque lot. Et à l'intérieur de ces lots, on va avoir au final l'équivalent du code JSON de ce qui est utilisé et de ce qui est existant dans les factories. Donc, ça nous permet du coup d'avoir toute la partie restauration, on va l'avoir du coup sur Azure DevOps. Et là, du coup, là, on reste encore dans le cloud. Et pour la partie vraiment backup, on va dire on-premise, pour que SIAT puisse, comme le dit Florian, si un météorite s'écrase et qu'il n'y a plus de cloud du tout, il faut qu'ils puissent l'avoir au final quand même chez eux pour pouvoir le restaurer derrière. Et donc pour cette partie-là, le ADF et Key Vault, on fait de l'export, à la main vers le système d'information SIAT. Et du coup, une fois que c'est présent, on va dire on-premise chez SIAT, tous les paramètres de backup et de restauration dépendent au final de ce qui a été, des règles qui sont présentes dans l'environnement de SIAT. Ok. Quand tu dis à la main, c'est par script. Oui, tout à fait. Mais oui, oui, C'est scripté. c'est des scripts qui s'exécutent pour récupérer les informations, soit du DevOps, soit du Key Vault, et ainsi en fait avoir comme un clonage, on va dire, de ce qui est présent, D'accord. mais du coup on-premise. Ok. Et donc du coup, ça me ramène à à une autre question sur la mise en place et l'organisation des cycles de Mm. développement, que ce soit dans Azure, J'ai mais juste également dans oublié. Power BI. Oui, pardon, Benoît. Tu m'as coupé Pardon. l'herbe sous le pied trop vite. Autant pour moi. Il nous reste la partie Data Lake et Power BI, où du coup pour le Ah oui. Data Lake, en fait, vu qu'il est utilisé principalement comme réplica, on va dire, de dossiers partagés on-premise, donc c'est-à-dire que SIAT fonctionne encore on a encore certaines données qu'on récupère sous forme de fichiers Excel. Ils sont stockés du coup sur un des dossiers partagés que ADF en fait va nous
va nous déplacer et nous répliquer ces dossiers partagés dans le data lake. Et ceux-là, ils sont, comment dire, ils sont réupload tous les matins. Donc, il y a en soi déjà une partie backup et restauration à ce niveau-là, puisque c'est déjà présent chez SIAT initialement parlant. Mhm. Et pour la partie Power BI, étant donné que les utilisateurs vont créer leur rapport sur leur machine, donc en local, en fait, c'est déjà la partie rapport qui est présente dans le service sont déjà sauvegardés chez les utilisateurs dans les différents dossiers. Et donc, Ok. encore une fois, les différentes règles de backup et de restauration dépendent au final de l'environnement de SIAT et de comment les règles ont été définies. D'accord, ok, ça me permet de rebondir sur cette dernière phrase, puisque il faut rester connecté. Il y a des nouvelles fonctionnalités justement pour les backups des rapports Power BI qui vont arriver dans l'année, qui vont être en preview, je pense, assez rapidement et qui vont arriver dans l'année. Donc, restons connectés là-dessus. Donc du coup, oui, sur la partie cycle de développement, Florian, Benoît, alors je crois que c'est un sujet qui est cher à Benoît aussi, cette partie-là. Cycle de développement sur que ce soit dans Azure ou dans Power BI. Est-ce que tu peux nous présenter, Benoît, peut-être dans les grandes lignes, ce qu'on a pu mettre en place pour organiser le cycle de développement, les phases de dev et de production? Alors, je vais On a un essayer de super rester slide en plus. synthétique. Je vais essayer de rester synthétique et de pas me perdre, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Alors, le principe, en fait, c'est au niveau des factories, on va avoir du coup un environnement de développement et un environnement de production, mais cet environnement-là, il est présent aussi pour tout ce qui va être Data Lake et Key Vault. Donc, comme on peut voir sur le schéma, on a vraiment un environnement de dev et un environnement de prod. Ces environnements-là, ils sont démarqués aussi au niveau des ressources groupes, puisqu'on va avoir des ressources groupes de développement et des ressources groupes de production, histoire de tout simplement de bien scinder les différents environnements et d'être sûr que si un ressource groupe tombe, entre guillemets, ça n'impacte vraiment qu'une partie de l'architecture. Donc comment ça fonctionne? On va avoir initialement une factory qui va se connecter à l'architecture on-premise de SIAT et qui va propager ses droits aux différents environnements. Et ensuite, avec Azure DevOps, lorsque les développements ont été validés côté SIAT, une fois que les indicateurs sont bons, que les bases sont bien alimentées, que les flux tournent, que tout est validé côté intégration et transformation, on va pouvoir publier depuis l'environnement de développement grâce à Azure DevOps pour pouvoir en fait modifier toutes les informations de connexion et qu'elles ne se basent plus sur des informations de développement, mais des informations de production. Donc, que ce soit la partie factory, la partie data lake, la partie database ou la partie Key Vault, et ainsi pouvoir vraiment répliquer les environnements en ne travaillant que sur la dev et faire en sorte en fait que la partie production soit autonome en fonction des différents développements qui ont été effectués. Ok, donc ouais, pour automatiser un petit peu tout ça. C'est ça. Sur la partie Power BI, voilà, Du coup, super. On a aussi un slide magnifique. sur la partie Power BI, on a mis en place des pipelines de déploiement. Donc, c'est une fonctionnalité que vous pouvez retrouver dans Power BI Service à ce niveau-là. En fait, le but, c'est de créer, encore une fois, similaire à l'environnement Azure, de créer 3 workspaces différents. Donc, un workspace de développement, un workspace de recettes et un workspace de production. Le but, c'est que en publiant le rapport en développement, le métier puisse valider on va dire plus l'aspect visuel du rapport et qu'il n'ait pas à le republier directement après à la main depuis Power BI Desktop, mais qu'il puisse le faire directement depuis un bouton qu'on voit ici, donc Deploy to Test pour passer à l'étape suivante. Une fois dans l'environnement de recettes, avec les différents paramètres du lot de recettes, il va pouvoir vérifier les chiffres. Et en fait, ça va être l'étape finale avant la mise en production, qui, une fois que la recette sera validée, du coup, passera en production avec du coup tout ce qui va être paramètres de connexion, ce sera sur les bases de production également, pour au final l'utilisation finale du rapport pour toutes les personnes Par les en ayant utilisateurs. besoin et ayant droit. Ok, donc au final, c'est les utilisateurs. Alors,
certainement et avec un rôle spécifique qui vont pouvoir faire basculer comme ça les rapports d'un environnement à l'autre. Avec un rôle moindre minimum, tout à fait. Donc, du coup, le métier peut faire ce genre de process et peut être maître de son environnement. Tout à fait, le métier est autonome là-dessus sur les différents déploiements. Ok, très bien, merci pour ces précisions. On a vu là jusque-là, on a parlé un petit peu de l'architecture et de ce qu'on avait mis en place. Principalement d'un point de vue technique. Alors, je ne sais pas si Florian, Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose encore sur cette partie-là avant qu'on passe sur un autre sujet qui est plus l'organisation et la gestion du projet. Je ne sais pas si vous voulez compléter, si on peut basculer sur ce sujet. Après, tous les détails techniques, s'il y a besoin d'informations plus techniques, vous pouvez poser on y répondra à la fin. C'est peut-être mieux de faire par question si on veut aller un peu plus dans le technique. Ok. Parce que sinon, les webinaires devraient durer 4 heures minimum. C'était pour voir si vous aviez des choses à compléter par rapport à ce qu'on avait dit. Du coup, alors je vois pas le chat, hein, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, mais on découvrira ça tout à l'heure. Sur la partie organisation du projet, on va vous raconter aussi un petit peu comment ça s'est passé, comment on s'est organisé entre ActinVision et SIAT. Hein. C'était une relation triangulaire du coup entre ActinVision et le groupe SIAT avec l'IT et le métier. Donc là, je vais aussi donner la parole et la main à Florian pour qu'il présente son point de vue sur cette partie-là. Alors, question gestion de projet, chez SIAT, on s'est organisé autour d'une triangulaire entre à la fois les métiers, à la fois le service contrôle de gestion et le service informatique, donc, dont j'étais le représentant. Donc les métiers exprimaient leurs besoins en indicateurs, faisaient les maquettes de leurs visuels dont ils avaient besoin. De son côté, le contrôle de gestion, lui, s'assurait de la conformité transverse entre les différents services pour s'assurer qu'il n'y a pas des doublons d'indicateurs, que les règles de gestion des indicateurs sont les mêmes entre les différents services. Et aussi, donc, du coup, valider et arrêter les indicateurs d'entreprise qui allaient donc être utilisés entre les différents services. Et de son côté, l'informatique, lui, s'occupait de fournir l'accès à la donnée pour le contrôle de gestion, ou donc les développeurs ActinVision, et donc gérer assez finement la ressource externe qui était ActinVision et ses développeurs pendant la phase de développement. Ok, donc une proximité assez étroite voilà, entre ces différents services. Du coup, Benoît, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça se passait, la vie du projet sur les différents lots qu'on a pu développer jusque-là? Raconter un petit peu ton point de vue de développeur aussi. En fait, de mon point de vue, ce qui se passait, c'est que au début d'un lot, du coup, côté SIAT et principalement Florian, donc, nous fournissait une liste d'indicateurs au final à construire qui allait être utilisés pour ce lot-là. Une fois qu'on avait ces indicateurs-là, après on discutait beaucoup au début du lot du coup des données qui allaient être utilisées, de quelle base en fait, de quelle base ou fichier Excel provenaient les différentes données qu'on allait utiliser, les différentes règles à mettre en place sur ces tables-là. Et ensuite, une fois que le cadrage, on va dire au début du lot était fait, avec Florian, ce qu'on faisait, c'est que on se mettait un point tous les matins, donc principalement avec Florian, mais également avec aussi. Au final, le point était présent pour tout le monde, mais le but c'était que chacun, s'il souhaitait venir, pouvait voir où on en était. Mais c'était principalement du coup Florian et moi qui traitions des différents points à voir dans la journée, des points qu'on avait vus la veille. Est-ce que tout se passait bien? Si on finissait, enfin lorsqu'on passait sur la rédaction des indicateurs, ou même à n'importe quel moment, en fait, le but c'était que Florian puisse aussi valider ce qui était fait, qu'on puisse avancer en ayant déjà, avec une méthode agile au final, mais avec des sprints plus ou moins courts en fonction des sujets sur lesquels on travaillait,
mais qu'en passant sur un nouveau sujet, c'était que le précédent au final était clos et validé et qu'on n'arrive pas à la fin du mois avec un problème qui en fait remontait à une opération effectuée tout au début et qu'il faille en fait tout reconstruire. Donc, le but c'était Ok. vraiment qu'on soit en contact permanent pour qu'à chaque question ou à chaque interrogation, on puisse avancer le plus vite possible et recéter directement toutes les tâches effectuées. Ok. Alors, je me permets de compléter. Je ne sais pas si je te coupe la parole de nouveau, Benoît, par Non, rapport à l'organisation hebdomadaire. Effectivement, on avait aussi un coproge qu'on avait mis en place toutes les semaines pour réunir tous les partis une fois par semaine et suivre un petit peu l'avancée et voir les différents sujets à traiter, voir s'il y avait des problèmes à régler ou à anticiper. Donc, ça faisait partie aussi de l'organisation et du suivi. Tout ça fait qu'on avait effectivement une très forte proximité avec Siat, avec vous, hein, Florian. On était tous les jours, même si pas forcément physiquement dans les locaux assis à côté de vous. En tout cas, on était fortement en relation avec vous. on travaillait principalement en distanciel, mais quand il y avait besoin, euh, quand on avait des sujets très épineux, des fois on a eu des sujets qui nous ont pris 4-5 jours à faire, où là c'était Hmm. déplacement chez Siat et on travaillait en équivalent de table ronde, même si j'évitais de prendre le moins de temps possible à Florian, mais on travaillait ensemble pour avancer le plus vite possible sur ces différents sujets. Du coup, ça permettait de résoudre aussi des problèmes plus rapidement, d'avoir Tout à quelqu'un, fait. un interlocuteur. Alors, du coup, là, pour le coup, avec Florian, plutôt technique chez Siat, ça permettait d'avoir des réponses beaucoup plus rapidement sur des données, sur voilà, des bases, des tables à utiliser, des fichiers Excel à aller chercher. Mm. Donc ça, c'est vrai que c'était assez côté technique, côté ActineVision, c'était assez sympa aussi quand même. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours un interlocuteur IT en face qui nous aide de cette Tout façon. à fait. Ok. Donc là, sur la partie un petit peu organisationnelle, donc super, on a fait le développement, on a mis l'architecture en place, on a les rapports qui sont déployés. Malheureusement, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas partager les rapports qu'on a pu réaliser. Je ne sais pas si Benoît t'a préparé un slide caché que tu vas sortir, mais je ne pense pas. Du coup, une fois que les rapports Power BI sont partagés, Florian, comment les utilisateurs SIAT ont été informés, comment ils utilisent ce nouvel outil qu'ils ont à leur disposition? Alors, on a eu une triple formation qui a été faite. Deux parties qui ont été faites conjointement avec ActineVision. La première a été faite sous forme de transfert de compétences et concernait principalement le développement côté Azure Data Factory, donc l'intégration des données. Donc ça s'est fait sous forme de transfert de compétences, donc en live, avec le suivi quotidien avec Benoît, plus quand même une ou deux journées où on s'est vraiment concentré à me former et à me faire ce transfert de compétences. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, c'était une formation en somme plus classique, réalisée donc par votre filiale Actinway. Donc là où ce sont les utilisateurs métiers qui allaient être en charge de la réalisation de visuels qui ont été formés directement à l'outil Power BI. Power BI donc et Power BI Desktop. Donc, et la troisième formation, c'est une formation qui a cette fois-ci été faite en interne chez SIAT. Ça a été vraiment le transfert de compétences entre le contrôle de gestion et le service métier sur tous ces indicateurs qui ont été réalisés, leur utilisation, quels filtres à appliquer. Ok, donc effectivement, une population, il y a une population du coup de créateurs, de concepteurs de rapports et une Mhm. population qui va consulter. Alors ça, c'est juste une petite question de curiosité pour moi. Est-ce que les rapports mobiles sont déployés et utilisés aujourd'hui chez les commerciaux? Alors, on n'a pas encore fait les rapports mobiles des commerciaux. Par contre, les rapports généraux d'entreprise qui sont consultés par le comité de direction, eux, pour cette population-là, il a été très apprécié de pouvoir consulter les rapports D'accord, sur leur smartphone. Ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Donc il reste encore un peu de travail. Ok, très bien. Une dernière question pour toi, Florian, qu'on n'a pas
pas évoqué, il me semble, encore. Sur la partie, le choix d'un prestataire local comme ActineVision. Euh, alors, pendant le choix du prestataire avec lequel on allait travailler, il était important pour nous que le prestataire soit capable d'assurer un support post-déploiement, donc afin de garantir le fonctionnement du système quand le niveau de compétence en fait en interne ne suffisait plus. Donc c'était vraiment un point important. Après, pendant la phase de développement, donc on cherchait vraiment un prestataire qui sache nous accompagner à la fois sur les bonnes pratiques de l'intégration de la donnée et qui soit aussi force de proposition pour la réalisation des visuels. Donc c'est vraiment les deux points principaux qui ont fait qu'on s'est tourné vers ActineVision, quoi. D'accord. Merci Et donc, merci pour ce feedback. ouais. Et si avec ça, en plus, on pouvait trouver un prestataire qui était un prestataire local, c'était encore un plus pour nous. Oui. On a vraiment une politique de travailler avec des gens locaux. Alors, quand tu dis local, c'est pas forcément à Urmat, hein. C'est aux alentours. Heureusement. Heureusement. Ok. Non, Merci pour ce feedback. Strasbourg. Ouais. Merci. Du coup, ça me permet aussi de rebondir sur la partie, tu parlais de support. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a pu livrer 3 lots métiers. Donc, les entrepôts de données sont alimentés régulièrement, tous les jours. Les premiers rapports ont été publiés. D'autres rapports sont encore en cours de création, mais donc du coup, ça c'est côté SIAT, hein. Maintenant, SIAT a complètement la main pour la création de ces rapports. On a pu proposer du coup au groupe SIAT une offre de support justement pour continuer à accompagner les équipes chez SIAT sur les technologies qu'on avait pu mettre en place, que ce soit de l'intégration de données, comme le disait Florian, sur la partie Azure Data Factory, mais également sur la partie Power BI. En cas de problème, les équipes chez SIAT peuvent rentrer en contact avec nous pour résoudre ou pour avoir une réponse à une problématique. On arrive au terme de ce webinaire. J'ai pas d'autres questions. Merci Florian pour cette participation, pour ce temps. Merci Benoît également pour tout ça. C'était vraiment agréable. Merci à toi pour l'animation. On a passé un bon moment. Ouais, c'était ma première. J'ai oublié de le préciser, mais bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Le sujet est passionnant. Je pense qu'on pourrait en discuter, des heures. Donc, alors en tout cas dans le chat, hein, ou maintenant si vous voulez activer vos micros pour éventuellement échanger sur ce qu'on vient de raconter, ce qu'on vient de se dire, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Là, on a terminé à 11h45, un tout petit peu plus tôt. Donc, on a un petit peu de temps encore pour répondre à vos questions, si vous le souhaitez. Et sinon, on pourra, si vous voulez rentrer en contact avec nous, je crois voir dans le chat qu'il y a des liens que Nina a pu nous dire. Merci également à Nina pour la participation et l'organisation de ce webinaire. Il y a une question, Julien, dans le chat. Alors, donc Séverine nous pose la question sur les 3 workspaces de Power BI, ne font-ils qu'un seul aux yeux des users? Benoît, est-ce que je te laisse répondre? Alors, pour les users, en fait, les 3 workspaces vont apparaître de manière différente. Donc, les utilisateurs vont vraiment voir les 3 workspaces. Après, la différence, c'est que les utilisateurs qui ne nécessitent de voir que les workspaces de production, Florian, tu me coupes si c'est pas le cas, mais en fait, ne vont être associés que au workspace de production. Donc, en fait, ne verront pas la partie dev recette faite précédemment, puisque ça va être plus la partie métier qui va gérer cette partie-là. Mais pour les personnes ne nécessitant vraiment que de voir les chiffres et pas dans le cycle entre guillemets de développement et de déploiement, eux, en leur donnant accès que au workspace de production, ne verront que ce workspace-là. La sécurité, effectivement, au niveau des rôles est identique à un workspace classique. Donc, à Tout à partir fait. du moment où les personnes ont des autorisations sur le workspace, ils pourront voir le workspace en question.
C'est exactement ça. Super. Alors, je termine aussi ce webinaire. Donc là, on vous a fait une présentation, on va dire, d'ordre général de ce projet. On organise également à Strasbourg le 8 juin prochain un afterwork autour de ce sujet. Et autour des technologies sur lesquelles on a travaillé, que ce soit Azure Data Factory, mais également Power BI. Voilà, un afterwork, un événement un petit peu différent pour échanger sur cette mission-là. Nina vient de mettre le lien, alors n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre dans nos magnifiques locaux situés à Strasbourg, près de la place des Halles pour ceux qui connaissent. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous avez des questions, même en dehors de ce webinaire. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.